Alors, Jean-Claude Cagné, chef de l'auberge de Saint-Père à Metz-sous-Bois. Je suis installé depuis 1997, étoilé depuis 2004. Et puis on passe de la rendre parce que j'ai envie de passer à autre chose, lancer un nouveau challenge, une cuisine que j'appelle moi plus gourmande. En fait, je me suis installé ici parce que lorsque j'étais en passe de pouvoir le faire, de me sentir prêt, je viens de la Vallée de Chevreuse. Et la Vallée de Chevreuse, c'était un peu saturé au niveau des belles tables, et puis on allait se tirer concurrence, c'est pas très sain. Et dans le 93, il y avait des bonnes tables, même réputées, mais qui étaient dans une cuisine qui était un peu plus classique par rapport à ce que moi je voulais faire et ma génération. Donc en fait, on avait de la place pour tout le monde. La banlieue, je l'ai trouvée, et surtout le 93, beaucoup plus sincère dans l'âme. Il y a une espèce de profondeur d'âme ici qui fait que vraiment j'y suis bien. Voilà, je me suis vraiment retrouvé ici. Alors, j'avais un aperçu du département parce que j'ai commencé à travailler dans la Vallée de Chevreuse, à Montfort-l'Amaury. Après, je suis allé à Versailles. De Versailles, je suis allé à Meudon. Et de Meudon, après, je suis allé à Villeneuve-la-Garenne. Et Villeneuve-la-Garenne, c'est quand même à la porte de tout ça. Et on a un aperçu de ce qui se passe, qui est différent lorsqu'on est à Villeneuve-la-Garenne que lorsqu'on est à Meudon. Faut être honnête. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait la vie, il y avait des gens intéressants, il y avait une belle population aussi. Et puis il y avait de la place aussi pour moi. Et c'est ce qui a fait que ça aurait pu durer 10 ans. Mais j'étais tellement bien, en fin de compte, à pouvoir participer à des actions de vie, à des personnes qui sont... Mais vraiment, il y a des gens exceptionnels qui font beaucoup pour les autres. Et moi, ça me plaît, ce côté associatif. Ce sont pas des gens, c'est pas des gens individuels, c'est une association pour d'autres. Et ça, je trouve ça génial. Je veux, par rapport au Saint-Père, qui arrive là, aux alentours du mi-novembre, je prends un virage qui d'une part va me motiver, parce que c'est un nouveau challenge, ça j'adore ça, et ensuite va m'amener peut-être à moins de pression, une cuisine plus débridée, peut-être moins réfléchie, mais dans le même esprit. Donc effectivement, j'ai demandé au guide de me changer de catégorie, mais même si on fait une demande, eux font ce qu'ils veulent, hein, c'est pas une pub que l'on paye. Mais mon idée c'est ça, c'est de retirer un petit peu le fast, retirer le nappage, retirer des choses comme ça, faire une cuisine un peu plus, voilà, une maison plus débridée, plus moi finalement. Ce qui va changer, c'est ce qui me tient à cœur depuis longtemps. Et puis, j'osais pas trop parce que j'avoue que la gastronomie, c'était sympa, ceci, cela. Mais au fond de moi, je rêvais de mettre en place. Alors, au début, je voulais faire au centre-ville d'Aulnay, de monter une cuisine plus abordable, culinairement, moins de trituration sur les choses, une cuisine moins triturée, voilà, qui fait que c'est pas toujours compris aussi. Je rêvais d'avoir donc la maison annexe pour mettre en avant tout ce que l'on sait faire en tant que cuisinier dans cette catégorie-là, donc les technologies, les techniques, pardon, voilà, ça s'est pas fait, et donc maintenant je vais faire chez moi. Alors pour ça, j'ai fait rentrer une armoire, une vitrine à maturer les viandes. Et ça, c'est juste magique, parce que les viandes, elles travaillent, on les voit évoluer, c'est génial. J'ai fait rentrer une machine pour découper le pata negra ibérico velota, qui est pour moi le meilleur jambon du monde. Voilà, donc on va servir, on va pas faire juste une tranche de jambon posée sur l'assiette, bien sûr que non. On va travailler ça avec une petite brioche feuilletée, avec des petits condiments, on va jouer de tout ça. Donc, comme je dis, l'ADN va rester, les machines vont arriver, mais il y aura toujours le fond en place. On mettra en avant des bouteilles de vin, des quilles qui viendront de différents pays pour les gens pourront les déguster ici, même presque repartir avec. Mais ça permettra comme ça de parler de nous, pas du chef, parce qu'un chef tout seul ça vaut rien du coup, et de parler de la maison et puis voilà. La ferme du Grand Paname sur Aulnay, ça me fournit une bonne partie de mes légumes. Ce qui est l'avantage, c'est qu'on adapte aussi, mais ça en restauration, on le fait assez souvent quand on a cette éducation-là, on adapte les légumes en fonction de la saison. Et l'avantage qu'il y a, c'est que de nos jours, et ce depuis déjà un petit moment, mais avant c'était pas vraiment le cas, la clientèle est ouverte aux légumes. Avant, c'était beaucoup plus étroit. On n'était pas que sur la patate, mais on s'en était presque pas loin.
je travaille avec Ramen Tedrech, qui occasionnellement, ça revient sur ma carte, des herbes de Romainville, enfin ça touche un petit peu tout, ça vient de partout en fait, dans la mesure du possible. Je suis influençable par des cuisines du monde. Je peux très bien aller en vacances en Espagne et revenir avec des idées de leche melengada que je vais retravailler, retriturer parce que j'adore le goût. Donc et c'est un petit peu mon travail aussi, c'est de jouer avec les produits, de les amener, même en triturant l'ensemble. Puis le terme, fut un temps, tout le monde utilisait, c'est déstructurer. Voilà. Même en triturant cet ensemble-là, il faut qu'au final, on ait le goût de ce que ça doit avoir. C'est primordial. Donc je n'ai pas de spécialité, hormis celle de m'adapter à mes humeurs du moment. Et je suis capable d'aller jouer sur une choucroute. Voilà, une choucroute dans un restaurant étoilé, ça peut faire peur quelque part. On se dit, mais le chef est en manque d'inspiration. Mais en fait, non, la choucroute, il y a quand même 23 heures de travail dessus. C'est-à-dire qu'elle est confite avec du gras de foie gras, elle est miniaturée sur des textures, elle est servie en chromeski, voilà, il y a vraiment un boulot. Quand vous avez de l'assiette, c'est 3 boules croustillantes avec une chapelure qui est au parmesan. Enfin, c'est une choucroute, certes, mais différente. Donc, mon idée, ça. Et là, je bosse sur une salade César que je voudrais faire liquide. Ça aboutira pas, on verra bien. Mais je me fixe des choses comme ça, je me mets de côté, j'avance, petit pata et sur un tas de trucs. Donc, je n'ai pas de spécialité à part celle d'aller. Et puis, je suis naturellement emmerdeur. Donc, c'est quelque chose qui fait que, on pousse pour taquiner un petit peu, pour pousser un peu tout ça. Après, au niveau influence, vu que c'est ma grand-mère qui a apporté ma jeunesse et qu'elle était espagnole. La paella, c'est quelque chose qui arrive souvent, mais une paella de fin de semaine, c'est pas la paella festive comme on peut connaître. Donc elle servait un peu de fin de frigo et pati pata. Et ça, oui, même assez rapidement, j'ai vu comment elle faisait, je l'aidais et puis après je faisais aussi. Et ce qui a fait un jour, c'est que, alors on était en pleine période cuisine moléculaire. Et donc ça nous ouvre la porte à du bien et à des fois du gros n'importe quoi, faut être honnête. Et j'avais fait une paella en différentes choses. Et il y a un journaliste américain qui était parti en tournée gustative en France. Et en rentrant, s'était rendu compte qu'en fait il y avait les Sous-Bois, un restaurant fraîchement étoilé ou étoilé sous peu, donc c'est improbable pour lui que fait un restaurant comme ça dans le pays du kebab, c'est pas possible. Et donc du coup il s'est arrêté et il a pris cette paella. Nous on ne le connaît pas, le type il s'installe, il mange, il paye, il s'en va. Et peu de temps après, il y a un client qui est arrivé avec un article qui est paru aux États-Unis sur un type complètement fou qui déstructure les paellas avec un goût exceptionnel, petit pata, c'était drôle. Voilà. Mais à cette époque-là, on pouvait s'amuser beaucoup. Maintenant, je pense que cette époque-là était charnière. On a fait des choses qui étaient plutôt drôles. La clientèle a suivi. Mais on est revenu à des choses un peu plus centrées. C'est pas plus mal d'ailleurs. Que pour moi, la gastronomie, c'est de passer un bon moment dans un endroit assez confortable et de pouvoir se régaler. Mais on peut se régaler tout à fait d'un turbo sauvage, comme se régaler d'une truite ou d'une sardine, à partir du moment où nous, en tant que cuisiniers, on est en mesure de pouvoir amener de la magie dans notre travail. Si c'est pour voilà. Top Chef a mis en avant les difficultés que l'on a, nous, à travailler, et ça a fait comprendre peut-être à une clientèle d'être un peu moins juge. Les gens arrivaient, se mettaient à table et essayaient de comprendre le message que passait le chef. C'est-à-dire que bon, il a fait ça, il y a un parcours culinaire sur tel, faut commencer par ça, petit pata. Certains restaurateurs d'ailleurs le faisaient, jouaient de tout ça. Non, enfin pas à mes yeux, non, on fait installez-vous, mangez, c'est bon ou c'est pas bon. Il ne faut pas s'amuser à intellectualiser tout ça parce qu'après on n'en sort pas. Et en règle générale, si ce n'est pas le job, les gens ne comprennent pas parce qu'on est arrivé à maintenant une telle technique en cuisine qu'en fait on brouille les pistes finalement dans tout ça. Donc c'est beau d'en faire un jeu de savoir, mais aller comprendre, essayer d'analyser et puis d'en sortir un truc, les gens, vous embêtez pas, mangez et appréciez.